Il y a des gens qui n'ont pas seulement perdu de l'argent en pariant, ils ont perdu quelque chose de bien plus difficile à récupérer. Ils ont perdu la paix de s'asseoir un dimanche sans sentir le besoin de regarder une cote. Ils ont perdu la capacité de suivre une conversation sans qu'une partie de leur esprit soit déjà en train de calculer une combinaison possible. Ils ont perdu des nuits, des promesses, des excuses et parfois leur dignité, morceau par morceau. Et le plus terrible, c'est qu'ils ne savent presque jamais à quel moment précis ce qui ressemblait à un simple divertissement s'est transformé en cage. Car personne n'entre dans le jeu en se disant « je vais détruire ma tranquillité ». Personne n'ouvre une application, ne pousse la porte d'un casino ou ne place un pari entre amis en imaginant que ce geste minuscule, presque innocent, va finir par occuper des pièces entières de son esprit. Au début, cela ressemble à autre chose, à de l'adrénaline, à une distraction, à une promesse, parfois même à une sorte d'espoir absurde, comme si le prochain résultat pouvait corriger d'un coup tout ce que la vie n'a pas su réparer. Et c'est là que le piège commence. Pas quand tu perds, pas quand tu mens, pas quand tu poursuis ce que tu as déjà laissé derrière toi. Il commence avant. Il commence le jour où tu acceptes une idée terriblement dangereuse. Là-dedans, il y a peut-être une issue pour toi. Qu'une cote peut t'apporter du soulagement, qu'un gain peut te rendre le contrôle, qu'un bon coup peut compenser un vide intérieur. Mais parier ne répare jamais le vide. Il le recouvre pendant quelques minutes, il le maquille avec de la lumière, de la tension, des chiffres, des scénarios. Il t'offre une décharge brève, puis il te laisse avec un silence encore plus lourd. C'est comme vouloir éteindre un incendie avec de l'essence et se convaincre en regardant les flammes monter que cette fois-ci, oui, ça va marcher. Beaucoup pensent que le vrai problème du pari, c'est l'argent perdu. Non, ce n'est que le symptôme le plus visible. Le vrai problème est plus discret, plus intime, plus corrosif. Il t'entraîne à vivre suspendu au prochain match, au prochain tirage, au prochain miracle mathématiquement improbable. Il te vole le présent en te promettant un futur qui n'arrive jamais. Et pendant que tu regardes vers cette possibilité de gagner, la vraie vie s'éloigne en silence. Le plus cruel dans le jeu, ce n'est pas ce qu'il te prend, c'est qu'il te fait croire qu'il ne te manque plus qu'une victoire pour tout récupérer. Et cette pensée a englouti plus de gens que toutes les mauvaises séries réunies. Car elle transforme chaque perte en excuse pour continuer, chaque erreur en « dernière fois », chaque chute en prologue d'un prétendu retour. Alors, sans t'en rendre compte, tu cesses de parier pour gagner, tu commences à parier pour fuir. Partie 2. Il existe une scène qui se répète bien plus souvent qu'on ne l'admet. Quelqu'un perd, il fixe l'écran, il serre les dents, il se promet d'arrêter. Il sent ce vide sec dans la poitrine, ce choc brutal du réel. Et pourtant, quelques minutes plus tard, il recommence. Pas parce qu'il est faible, pas parce qu'il ne comprend pas ce qui lui arrive. Il recommence parce que le jeu a déjà installé en lui une idée redoutable. La douleur peut être réparée là même où elle est née. Voilà l'un des pièges les plus redoutables du pari. Il te blesse, puis il se propose comme anesthésie. Il t'approche du gouffre, puis il te murmure qu'il existe encore une sortie si tu insistes un peu. C'est un mécanisme profondément pervers, car il transforme la cause de la souffrance en solution apparente. Et quand quelqu'un entre là-dedans, il tourne en rond sans remarquer que chaque tour le fatigue davantage, le vide davantage, l'éloigne davantage de lui-même. La dépendance n'arrive pas avec des chaînes, elle arrive avec des excuses plausibles. Je veux juste récupérer. Aujourd'hui, ce n'était pas mon jour. La prochaine fois, je serai plus froid. Ça ne peut pas mal finir encore. Ces phrases semblent minuscules, presque inoffensives. Pourtant, mises bout à bout, elles bâtissent une prison mentale redoutable. On n'a pas besoin d'avoir tout perdu pour être piégé. Il suffit qu'une partie de l'esprit ne sache plus lâcher l'idée de la prochaine tentative. Et c'est là que le jeu gagne, même lorsque tu ne joues pas. Il gagne quand il vole ton attention. Quand une promenade, un dîner ou une matinée de travail deviennent des espaces envahis par des scores, des cotes, des calculs intérieurs.
Il gagne quand ton corps est dans un endroit, mais que ton esprit reste prisonnier de la dernière perte ou suspendu à la prochaine mise. Car la véritable capture ne se produit pas dans le portefeuille. Elle se produit dans le regard, dans la concentration, dans l'espace mental. Le plus troublant, c'est que beaucoup appellent encore cela la liberté. Ils disent « je parie parce que je veux », mais vouloir quelque chose ne signifie pas toujours le choisir librement. Parfois, cela signifie simplement qu'on a été entraîné à désirer l'illusion qu'il procure. Et le jeu travaille exactement à cet endroit. Il ne t'ordonne pas, il te séduit, il ne te poursuit pas, il t'attend, il ne te menace pas, il te parle avec la voix de tes propres envies. C'est pour cela qu'il est si difficile de le voir comme un ennemi, parce qu'il se présente rarement comme un danger. Il se présente comme une possibilité. Mais une possibilité réelle ne te laisse pas plus vide chaque fois que tu la saisis. Une possibilité réelle ne te promet pas de te remplir alors qu'elle t'épuise. Le jeu, lui, a besoin d'une chose essentielle pour survivre, que tu confondes l'espoir avec l'engrenage. Et tant que cette confusion reste intacte, la roue continue de tourner. Partie 3. Presque personne ne s'accroche au jeu à cause d'une défaite. On s'y accroche à cause d'une promesse. Parfois, cette promesse prend la forme d'un gain précoce, d'une soirée improbable, d'un enchaînement presque absurde qui donne l'impression que quelque chose s'est ouvert. Le jeu n'a pas besoin de te donner beaucoup, il a seulement besoin de te donner assez pour que ta mémoire commence à fabriquer une légende. À partir de là, tu ne poursuis plus un simple résultat, tu poursuis le souvenir d'une sensation. Voilà le vrai pouvoir du gros gain, non pas l'argent, mais la fiction qu'il installe. Parce qu'à partir de ce moment, une idée commence à grandir en silence. Si c'est arrivé une fois, ça peut revenir. Et même si cette phrase paraît logique, dans l'univers du pari, elle agit comme un sortilège. Elle te pousse à lire le passé comme une promesse du futur. Elle transforme un hasard en rendez-vous manqué. Elle te fait croire que tu n'es pas prisonnier, seulement en attente de ton moment. Mais la mémoire humaine ne se souvient pas avec justice, elle se souvient avec émotion. Une victoire isolée peut briller pendant des mois, parfois des années, pendant que des dizaines de pertes se dissolvent dans le flou. Alors se construit un récit trompeur, non pas celui de quelqu'un qui perd, mais celui de quelqu'un qui n'a pas encore touché son vrai tournant. Et cette différence change tout, parce qu'elle transforme l'échec en attente. Le problème, c'est que vivre dans l'attente du coup qui va tout réparer, ce n'est plus vivre, c'est rester suspendu. C'est remettre à plus tard la paix, les décisions importantes, la dignité, en échange d'une scène imaginaire où tout serait soudain effacé. Beaucoup ne poursuivent pas seulement un gain, ils poursuivent une rédemption magique. Ils veulent qu'un résultat gomme les erreurs, efface les dettes, répare l'image d'eux-mêmes, soulage la honte, restaure la confiance. Mais cela n'arrive jamais. Quand le gain arrive, s'il arrive, il ne détruit pas le mécanisme, il le renforce, il lui donne du prestige, il devient la preuve vivante qu'il valait la peine d'insister. Alors la personne ne sort pas de la cage, elle y entre plus profondément. Car désormais, elle ne parie plus malgré le danger. Elle parie avec une justification parfaite. Tu vois bien que c'était possible. Et cette phrase, si séduisante, peut devenir une condamnation intérieure. Le grand mensonge n'est pas de croire qu'on peut gagner. Le grand mensonge, c'est de croire que gagner sauve. Gagner ne te sauve pas de l'obsession. Gagner ne te sauve pas de l'anxiété. Gagner ne te rend pas libre. Très souvent, le gain n'est pas la sortie de la prison, il en devient le plus beau verrou. Partie 4. La prison la plus efficace n'a pas de barreaux. Elle a des pensées, elle a des habitudes mentales, elle a de petites conversations intérieures qui ont l'air raisonnables, parfois même matures, mais qui servent en réalité à relancer toujours la même roue. C'est là que le pari devient particulièrement dangereux lorsqu'il cesse d'apparaître comme un comportement et commence à fonctionner comme une logique. Je vais rester maître de moi. Juste une fois. Aujourd'hui, j'ai une limite claire. Si je gagne, j'arrête. Si je perds, j'arrête aussi. L'esprit répète ces formules avec le sérieux de celui qui croit enfin avoir appris à contrôler la situation.
Mais le piège n'est pas dans le manque d'intelligence. Il est dans le fait de croire qu'on peut négocier proprement avec quelque chose conçu pour te retenir. C'est comme entrer dans une mer déchaînée en jurant qu'on ne mouillera que ses pieds. Le problème n'est pas ton intention, le problème c'est la force du courant. Celui qui parie de manière compulsive ne vit généralement pas en paix entre deux paris. Il vit dans une tension étrange, comme s'il y avait toujours une porte entr'ouverte dans son esprit. Il y a l'envie, le souvenir, la honte, le calcul, l'autocontrôle, la peur de rechuter. Tout coexiste, et c'est cela qui épuise. Pas seulement le fait de jouer, mais le fait de penser autour du jeu sans jamais pouvoir se reposer vraiment. Cette fatigue produit ensuite quelque chose de plus cruel encore. Elle fragilise l'image que la personne a d'elle-même. Elle ne se voit plus comme quelqu'un en difficulté, elle se voit comme quelqu'un de défectueux, instable, incapable de tenir une promesse simple. Elle promet le matin et trahit les soirs. Elle trace des limites pour les effacer ensuite. Elle se regarde avec mépris. Et ce mépris, loin d'aider, nourrit une nouvelle envie de fuir. Ainsi le cercle se referme avec une précision terrible. Je parie parce que je me sens mal et je me sens encore plus mal parce que j'ai parié. Peu de pièges sont aussi humiliants que celui-là. D'autant plus qu'ils isolent. La personne finit par croire que personne ne pourrait comprendre l'absurdité de son propre comportement. Elle devient experte dans l'art de cacher, minimiser, esquiver, détourner le sujet. Mais à l'intérieur, une guerre discrète continue. Une guerre sans témoin, où chaque rechute semble confirmer la pire des phrases. « Je ne peux pas me faire confiance ». Pourtant, cette phrase aussi est trompeuse. Le problème n'est pas que tu sois incapable de te maîtriser. Le problème, c'est que tu essaies de résoudre par la seule volonté un piège qui doit d'abord être dévoyé. Avant de te demander de résister, il faut comprendre. Avant de lutter, il faut voir clair. Et lorsque la clarté arrive, la prison commence à se fissurer. Partie 5. Beaucoup de gens pensent qu'ils parient parce qu'ils aiment ça. Mais si l'on gratte un peu sous la surface, quelque chose d'inconfortable apparaît. La plupart ne reviennent pas pour le plaisir pur. Ils reviennent pour le soulagement. Et le soulagement est un maître dangereux, parce qu'il peut débiser n'importe quelle chaîne en refuge. Après une perte, il y a la tension. Après la tension, il y a l'élan. Et après l'élan, il y a cette illusion tenace, rejouée va remettre un peu d'ordre à l'intérieur. Pas forcément dans les comptes, parfois même pas dans l'orgueil. Juste dans cette agitation insupportable, dans ce malaise intérieur qui donne l'impression de ne plus pouvoir tenir en place. Alors la personne rejoue, non pour savourer, mais pour cesser de sentir, pour anesthésier le vacarme. C'est pour cela que tant de gens continuent de jouer alors même qu'ils ne s'amusent plus. Le plaisir a pu être la porte d'entrée, mais ce qui reste ensuite ressemble davantage à une forme d'entretien émotionnel, comme quelqu'un qui appuie sur un bouton pour faire taire une alarme intérieure pendant quelques minutes. Le problème, c'est que ce calme est truqué. Il ne vient pas d'une résolution, il vient d'une interruption temporaire. Et quand l'effet retombe, tout revient, souvent avec plus de poids. C'est un soulagement qui coûte extrêmement cher. Non seulement il dure peu, mais il enseigne aussi quelque chose de dévastateur. Chaque fois que tu te sens mal, il existe quelque part un endroit où tu peux aller pour ne plus ressentir cela pendant un moment. Ainsi, le pari cesse d'être un événement isolé. Il devient une réponse automatique à l'ennui, à la frustration, à la colère, à la fatigue, à la tristesse. Il n'a plus besoin d'un grand prétexte. Il lui suffit de rencontrer un état intérieur que tu ne veux plus habiter. À ce stade, le jeu occupe une place qu'il n'aurait jamais dû prendre. Il devient un faux régulateur émotionnel, une béquille, un pansement rapide sur des tensions profondes. Et quand quelque chose commence à remplir cette fonction, s'en éloigner fait peur, parce qu'on a l'impression de ne pas seulement quitter une habitude, mais de perdre sa manière de tenir debout. Pourtant, là aussi, il y a une tromperie.
Le jeu ne t'aide pas à te supporter. Il t'a seulement entraîné à croire que l'inconfort est une urgence, que l'envie est un ordre, que l'anxiété doit être obéie immédiatement. Or, ce n'est pas vrai. L'élan secoue, oui, il dérange, oui, mais il ne commande pas. Il n'a de pouvoir que si tu le traites comme une vérité. Et comprendre cela change tout. Parce qu'à partir de là, le soulagement cesse d'apparaître comme une promesse. Il commence à révéler son vrai visage, une pause minuscule payée par un prix immense. Partie 6. Il existe un moment silencieux dans toute dépendance. Il ne survient pas la première fois qu'on joue. Il arrive plus tard, lorsque la personne commence à se dire une phrase qui paraît anodine, mais qui change tout. « Moi, je suis comme ça ». À partir de cet instant, le problème n'est plus seulement un comportement, il devient une identité. J'ai toujours été impulsif. Je suis le genre de personne qui va trop loin. Je n'ai pas le caractère pour me contrôler. C'est plus fort que moi. Ces phrases ont un poids énorme. Elles collent à la peau. Et plus on les répète, plus il devient difficile d'imaginer une autre version de soi. Car si le jeu est quelque chose que tu fais, tu peux apprendre à ne plus le faire. Mais si le jeu fait désormais partie de ce que tu crois être, alors chaque tentative de sortie ressemble à une trahison de ton propre personnage, même si ce personnage te détruit. La dépendance adore ce terrain-là. Elle préfère que tu ne te vois pas comme quelqu'un pris dans un mécanisme, mais comme quelqu'un défini par une étiquette. Parce que les étiquettes immobilisent, elles figent l'histoire, elles te poussent à interpréter chaque rechute comme une preuve, chaque pulsion comme un verdict, chaque faiblesse comme une nature profonde. Ainsi, tu ne luttes plus seulement contre un comportement, tu luttes contre une biographie entière écrite à l'intérieur de toi. Pourtant, personne n'est né en ayant besoin des paris pour se sentir vivant. Personne n'est venu au monde en cherchant des côtes pour respirer. Tout cela, c'est appris. Cela s'est associé, cela s'est renforcé. Et ce qui s'apprend peut aussi se défaire. Pas d'un geste magique, pas dans un grand spectacle de volonté, mais par une clarté progressive qui redonne de la distance. Ce changement de regard est immense, parce qu'il modifie le langage intérieur. On cesse de dire « je suis foutu », on commence à dire « je suis tombé dans un piège ». On cesse de dire « cela me définit », on commence à dire « cela m'a conditionné ». Et lorsqu'une personne modifie la manière dont elle se nomme, elle modifie aussi la marge d'action qu'elle se laisse. Il y a quelque chose de profondément injuste dans le fait de réduire un être humain à sa pire répétition. Celui qui parie compulsivement n'est pas seulement quelqu'un qui perd de l'argent ou qui trahit des promesses, c'est aussi quelqu'un qui a souvent cherché du soulagement, du contrôle, un raccourci hors de la douleur. Cela n'efface pas les conséquences, mais cela rend le mécanisme compréhensible. Et ce qui devient compréhensible peut commencer à être transformé. Sortir du jeu, ce n'est donc pas seulement arrêter une habitude, c'est aussi récupérer le nom qu'une habitude avait commencé à voler. Partie 7. La plupart des gens évaluent mal les dégâts du jeu parce qu'ils regardent d'abord l'argent. Ils additionnent les pertes, se souviennent des dettes, des prêts, des virements, des trous dans les comptes. Et bien sûr, les dégâts financiers peuvent être terribles. Mais si l'on s'arrête là, on passe à côté d'une part essentielle du problème. Car ce que le jeu dévore avec le plus de constance n'apparaît pas toujours sur un relevé bancaire. Parfois, il emporte des choses plus fines. L'attention, la présence, la patience, la fiabilité, le temps. Le temps surtout. Des heures qui paraissaient minuscules et qui finissent par former des années trouées. Des minutes prises avant de dormir, devenues des nuits entières. Des pauses au travail transformées en paris rapides. Des week-ends occupés mentalement par des matchs qu'on ne regarde plus par plaisir, mais sous tension. Le jeu ne vole pas toujours d'un seul coup. Il vide à la cuillère. Et lorsqu'on se retourne, on découvre qu'on n'a pas seulement perdu de l'argent, on a perdu des morceaux entiers de sa propre vie. Puis, il y a la manière d'être avec les autres. On peut continuer à s'asseoir à table, à répondre aux messages, à sourire au bon moment. Mais une partie de l'énergie n'est plus disponible. Elle est absorbée par les calculs, les regrets, les urgences, les secrets. Les relations sentent cette absence même lorsqu'elles ne savent pas la nommer. Il y a une distance étrange, une irritabilité diffuse, un regard qui semble présent sans l'être vraiment.
Le jeu n'a pas besoin de t'isoler physiquement pour t'éloigner. Il lui suffit de te rendre fragmenté. Et ensuite, il y a la crédibilité. Ce capital invisible qui met des années à se construire et quelques instants à se fissurer. Les promesses non tenues, les versions incomplètes, les explications tordues, les appels évités, les excuses répétées avec des détails différents. Il n'est même pas toujours question de grands mensonges. Parfois, une accumulation de petites torsions suffit pour que les autres sentent que quelque chose ne tient plus. Le plus dur, c'est que beaucoup ne perçoivent pas ce pillage pendant qu'il se produit. Ils continuent à croire que tout serait réparé s'ils récupéraient simplement l'argent perdu. Mais même si cela arrivait, il resterait encore l'essentiel à reconstruire. Le temps mental, la qualité de présence, la parole donnée, la capacité d'être là sans qu'une partie de l'esprit cherche en permanence une issue vers un pari. C'est là qu'une vérité difficile apparaît. Le jeu ne prend pas seulement ce que tu possèdes, il affaiblit la manière même dont tu habites ta vie. Et quand quelqu'un comprend cela pleinement, il cesse peu à peu de demander combien il a perdu. Il commence à se demander combien de lui-même il veut encore sauver. Partie 8. L'un des fantasmes les plus tenaces du joueur est celui du contrôle. Les noms changent, les plateformes changent, les rituels changent, mais l'illusion reste la même. Si je m'y prends mieux, si j'analyse davantage, si j'attends le bon moment, alors ce ne sera plus du hasard, ce sera une méthode. Et c'est ainsi que naissent les systèmes, les stratégies, les routines, les horaires parfaits, les signes à observer, les théories personnelles construites avec un sérieux presque scientifique. Le problème n'est pas que la personne soit naïve. Le problème, c'est que le cerveau déteste se sentir à la merci de l'imprévisible. Alors, il fabrique des motifs, il relie des points dispersés, il transforme une série en tendance, une intuition en compétence, une coïncidence en preuve. Tout cela pour fuir une vérité difficile. Au cœur du pari, ce qui commande reste précisément ce que tu ne maîtrises pas. Et pourtant, cette illusion de contrôle est tellement séduisante que beaucoup préfèrent perfectionner leur système plutôt que remettre en cause la pratique elle-même. Quand ils perdent, ils ne pensent pas « c'est un piège », ils pensent « je n'ai pas encore trouvé la bonne manière ». Ce déplacement est décisif, car il permet d'encaisser des coups immenses sans jamais toucher au noyau du problème. La faute est attribuée à l'exécution, jamais au mécanisme. À première vue, cela peut ressembler à de la discipline. En réalité, c'est souvent une forme élégante de soumission. Le plus troublant, c'est que cet imaginaire procure parfois un sentiment de supériorité. La personne ne se voit plus comme un joueur impulsif, mais comme quelqu'un qui étudie, comprend, anticipe, lit entre les lignes. Elle se croit différente du joueur ordinaire. Elle se dit que les autres tombent parce qu'ils jouent à l'aveugle, alors qu'elle, elle sait ce qu'elle fait. Cette identité intelligente est très dangereuse, car elle rend encore plus difficile l'acceptation du piège. Peu importe le nombre de statistiques que tu consultes, si l'effet psychologique reste le même. Peu importe la sophistication de ta méthode, si une perte te pousse aussitôt à chercher une réparation. Peu importe la beauté du plan, si ton état intérieur dépend toujours du résultat. Le problème n'a jamais été seulement technique, il a toujours été émotionnel, mental, existentiel. Le vrai contrôle possède un signe très simple, il te permet de t'éloigner en paix. Si une activité exige que tu reviennes sans cesse pour prouver que tu la maîtrises, peut-être que tu ne la contrôles pas. Peut-être que tu tournes autour d'elle. Peut-être que tu cherches dans le raffinement de la méthode une excuse pour ne pas voir la dépendance. Accepter cela peut faire mal, parce qu'il faut abandonner une fiction flatteuse. Mais en l'abandonnant, on récupère quelque chose de bien plus grand que la sensation d'avoir raison. On récupère de l'air. Partie 9. Tout changement réel possède un instant étrange. Il n'est pas toujours spectaculaire. Il n'y a pas forcément de catastrophe, ni de scène dramatique, ni de fond sonore qui annonce un tournant. Parfois, il se passe quelque chose de beaucoup plus discret. Une fissure apparaît dans le récit que l'on se racontait depuis des années. Une excuse qui sonne creux. Une phrase qui n'hypnotise plus. Un pari qui, avant même d'être joué, semble déjà triste. Et à partir de là, quelque chose commence à céder.
Cette rupture compte énormément, parce que, jusque-là, le jeu vivait protégé par une histoire. Je peux encore me refaire, ce n'est pas si grave, je sais ce que je fais. Quand je veux, j'arrête. La personne n'avait même pas besoin de prouver que ses phrases étaient vraies. Il lui suffisait de les répéter pour continuer. Mais vient un jour où cette répétition perd son pouvoir. Et alors, une vérité inconfortable surgit. Je ne suis pas en train de poursuivre une solution, je suis en train d'obéir à un circuit. Voir cela n'a rien d'agréable. Bien souvent, cette lucidité s'accompagne d'un deuil. Le deuil du temps perdu, de l'argent évaporé, des nuits détruites, de la parole abîmée, de la confiance entamée, de cette version de soi qui s'est rapetissée entre les promesses non tenues. Comprendre le piège ne procure pas forcément une euphorie de libération. Très souvent, cela provoque d'abord une tristesse nette, sobre, sans théâtre. Mais cette tristesse a une qualité précieuse, elle ne ment pas. À la différence de l'excitation du jeu, elle ne promet aucun miracle. Elle montre simplement ce qui est là. Et c'est précisément pour cela qu'elle peut devenir un appui solide. Car le changement durable ne naît pas toujours d'une explosion de motivation. Il naît souvent d'une clarté qui refuse désormais de maquiller l'évidence. À ce moment-là, la personne commence à remarquer des détails qui lui échappaient autrefois. Elle voit que l'envie arrive presque toujours déguisée en urgence. Elle voit que chaque rechute était précédée d'un dialogue intérieur très semblable. Elle voit que la liberté supposée de jouer cachait une dépendance à des sensations précises, l'attente, la tension, la possibilité, la suspension du réel. Et à mesure que ce schéma devient visible, il perd de son prestige. Le jeu cesse de ressembler à une aventure, il commence à ressembler à une répétition usée. C'est là que naît le véritable point de rupture. Pas quand on promet, pas quand on culpabilise, pas même quand on touche le fond, mais quand on cesse enfin d'admirer ce qui était en train de nous détruire. Partie 10. L'une des épreuves les plus silencieuses lorsqu'on cesse de parier n'est pas l'envie brutale, c'est la nostalgie. Car quand une personne commence réellement à sortir du jeu, la mémoire ne se montre pas toujours honnête. Elle sélectionne, elle coupe, elle embellit, elle efface la fatigue, la honte, la tension, pour ne laisser qu'une étincelle, le suspense, l'adrénaline, l'impression qu'il y avait là quelque chose d'intense que la vie ordinaire ne sait pas offrir. Ce souvenir maquillé est dangereux. Il ne revient pas comme un ordre brutal, il revient comme une mélancolie séduisante. Ce n'était pas toujours aussi sombre. Il y avait quand même quelque chose. Cette montée me manque. Et comme cette voix parle avec intimité, il devient difficile de la contredire. Pourtant, bien souvent, ce n'est qu'un dernier piège du même mécanisme, te faire regretter ce qui te vidait. Pour ne pas tomber là-dedans, il faut regarder le passé avec précision. Non pas avec haine, mais avec honnêteté. Oui, il y avait de l'intensité. Oui, il y avait de l'attente. Oui, il y avait parfois cette sensation d'être entièrement happé. Mais la vraie question n'est pas ce que tu ressentais pendant quelques secondes. La vraie question est, quel était le prix de ces secondes? Qu'est-ce qui venait après? Quelle version de toi restait lorsque le bruit retombait? La nostalgie se nourrit de fragments. Elle prend une scène brillante et la sépare de tout le reste. Elle oublie l'irritation, les calculs, les nuits hachées, le besoin de se refaire, les promesses murmurées à soi-même, le malaise d'être toujours un peu ailleurs. Elle oublie même une chose essentielle. Une grande partie de ce qu'on appelle émotion n'était souvent que de l'anxiété activée. Ce n'était pas du bien-être, c'était de la tension déguisée en plaisir. Comprendre cela modifie tout. On cesse de penser « je perds quelque chose d'important ». On commence à comprendre « je cesse de confondre l'intensité avec la vie ». Tout ce qui accélère le cœur n'est pas forcément précieux. Tout ce qui interrompt l'ennui ne mérite pas de rester. Certaines expériences paraissent puissantes justement parce qu'elles touchent des zones fragiles, pas parce qu'elles nous font du bien. Sortir sans nostalgie ne signifie pas réécrire le passé en noir.
Cela signifie cesser de lui mentir. Cesser de rendre hommage à un mécanisme qui demandait énormément pour donner si peu. Cesser de prendre pour de la lumière ce qui n'était souvent qu'une friction. Et quand ce regard devient clair, l'absence du pari cesse de ressembler à un vide. Elle commence à ressembler à de l'espace. Partie 11. Il existe une idée fausse de la liberté. Beaucoup imaginent que la liberté consiste à pouvoir faire quelque chose quand on veut. Mais face au jeu, cette définition devient fragile. Car si chaque fois que tu peux le faire, tu retombes dans la même roue, cela ressemble moins à la liberté qu'à une porte toujours ouverte vers la même prison. La véritable liberté commence ailleurs. Elle commence lorsqu'une personne récupère la capacité de vivre sa propre vie sans avoir besoin de sortie de secours permanente. Lorsqu'elle peut s'ennuyer sans paniquer. Lorsqu'elle peut sentir l'anxiété sans lui obéir. Lorsqu'une journée difficile ne se transforme plus automatiquement en prétexte pour chercher une décharge immédiate. Cela ne brille pas comme un gros gain, cela ne fait pas de bruit, mais cela rend quelque chose d'infiniment plus précieux, la souveraineté intérieure. Et cette souveraineté change des scènes très simples. Regarder un match sans y suspendre son destin. Utiliser son téléphone sans ressentir qu'il contient une tentation à chaque coin d'écran. Dormir sans refaire mentalement les pertes ou les plans de récupération. Parler avec quelqu'un et être réellement là. Recevoir de l'argent sans sentir qu'une partie a déjà été marquée par une urgence cachée. Ce sont des choses modestes, oui, mais la vraie vie est faite de choses modestes retrouvées. Le rapport à soi-même change aussi profondément. Quand le jeu perd du terrain, le vacarme intérieur baisse. Il n'y a plus besoin de négocier en permanence, de promettre, de recommencer tous les lundis, de cacher, d'effacer, de corriger sans cesse les dégâts du week-end ou de la veille. L'esprit cesse de fonctionner comme un tribunal permanent. Et dans ce silence nouveau, quelque chose réapparaît, le respect de soi. Pas un orgueil gonflé, pas une euphorie artificielle du type « cette fois j'ai tout compris ». Quelque chose de plus sobre et de plus fort. La sensation de redevenir quelqu'un en qui l'on peut croire. Quelqu'un qui n'a plus besoin de se surveiller comme un danger ambulant. Quelqu'un qui n'est plus coupé en deux entre la façade et le secret. C'est peut-être cela, au fond, l'un des plus grands gains de la sortie. Cesser de vivre fragmenté. Cesser d'être une personne en surface et une autre dans l'ombre. Cesser de sentir qu'une partie de soi détruit pendant que l'autre tente de réparer. La liberté rassemble. La dépendance divise. Et à mesure que cette unité revient, les désirs eux-mêmes changent. Le fantasme du coup salvateur perd de son éclat. Les choses lentes, solides, respirables commencent à avoir plus de valeur. Le progrès cesse de signifier intensité et devient synonyme de stabilité, de construction, de présence. La liberté n'a peut-être rien de spectaculaire, mais elle offre enfin quelque chose que le jeu n'a jamais pu donner, une vie habitable. Partie 12. Au fond, le jeu n'a jamais été seulement le jeu. Ce n'était pas seulement des chiffres, des cotes, des écrans, des tickets ou des résultats. Tout cela n'était que la surface. En dessous, il y avait une histoire plus profonde, le besoin de croire qu'un choc extérieur pouvait réparer un désordre intérieur. L'espoir qu'un instant de chance puisse corriger le poids accumulé de tant d'erreurs, de tant de fatigue, de tant de manque. Pendant longtemps, le pari s'est présenté comme une porte, et il a fallu du temps pour voir qu'il ressemblait plutôt à un couloir qui reconduisait toujours au même endroit. Mais un jour, cette architecture s'écroule. Pas parce que la personne devient parfaite, pas parce que toute tentation disparaît comme par magie, pas parce que la vie devient soudain simple. Elle s'écroule parce que le mensonge central perd sa force, parce qu'il ne convainc plus, parce que la promesse cesse d'avoir l'air brillante et commence à sonner creux. Et quand cela se produit, quelque chose de décisif se remet en place à l'intérieur. Le jeu ne garde plus la place du désirable.
Il peut continuer à exister dehors, à briller, à appeler, à séduire. Mais dedans, le sens a changé. Et quand le sens change, le lien change lui aussi. Voilà le vrai basculement. Il ne s'agit pas seulement d'abandonner une habitude par effort. Il s'agit de briser le charme, de cesser de regarder le pari comme une récompense, une échappatoire ou une identité. Le voir enfin comme une machine nourrie par l'attention, l'anxiété, l'illusion, l'attente. Le voir sans musique, sans glamour, sans excuse. Et en le voyant ainsi, ne plus craindre autant l'idée de vivre sans lui. Car vivre sans le pari, ce n'est pas vivre sans émotion, c'est vivre sans poursuite. Ce n'est pas renoncer à une vie intense, c'est cesser de livrer sa paix à un mirage. Tu récupères alors des choses que le jeu ne pouvait pas offrir durablement. Ton temps, ta clarté, ta parole, ton sommeil, ta présence, ta capacité à construire quelque chose qui ne dépende pas du hasard pour tenir debout. Peut-être as-tu cru longtemps qu'arrêter de parier signifiait perdre une source de plaisir, d'adrénaline ou d'espoir. Mais la vérité est tout autre. Ce que tu perds, c'est un piège. Ce qui tombe, c'est une illusion. Ce qui s'achève, ce n'est pas la possibilité de vivre quelque chose de grand, mais l'habitude d'échanger ta paix contre un éclair vide. Et alors, peu à peu, une autre forme de vie devient possible. Moins bruyante, moins violente, plus nette. Une vie qui n'a plus besoin d'être jouée à quitte ou double pour avoir de la valeur. Personne ne retrouve sa paix en battant le piège à son propre jeu. On la retrouve quand on cesse enfin de croire que le piège a quelque chose de précieux à offrir. Et cela peut être le début de tout.